On va commencer cette conférence. Juste je me présente en 2 mots. Je suis Marianne Mané Moreno, je suis membre de Vincennes Action Climat et je suis cuisinière et je m'intéresse à l'écologie et à l'alimentation, et donc c'est moi qui vais interroger Mathéo ce soir. Donc Mathéo, tu es un athlète spécialisé dans le sprint, plus précisément le 100 mètres et le 200 mètres. Tu es classé top 30 français en 200 mètres. Et ton record est de 21 secondes et 54 centièmes aux 200 mètres. Donc tu aurais dû ce soir être accompagné de Corentin, qui est un autre sportif engagé, mais il est malade, un peu comme tout le monde en ce moment. Donc voilà. On a voulu te recevoir ce soir avec Vincennes Action Climat parce qu'on est très intéressé par ce concept de climato-sportif. Et parce qu'on explore toutes les options qu'on a pour tous individuellement lutter contre le réchauffement climatique, et là on sent que c'est une des manières, et je trouve ça intéressant qu'on la développe ici ce soir. Mais juste d'abord, j'aimerais bien qu'on connaisse mieux ta pratique sportive, et on pourrait par exemple commencer par, est-ce que tu pourrais nous dire combien d'heures tu pratiques par semaine ou par jour? Merci. Bonsoir, merci d'être venu parce qu'il fait froid. Donc franchement, je suis très honoré par votre présence. Pour la pratique sportive, je suis à peu près, je crois, entre 15 et 16 heures par semaine. C'est environ 2h30 tous les soirs. Et on a un repos le samedi. Donc je m'entraîne à Vincennes, juste à côté. La raison de mon léger retard, parce que je viens de finir, j'étais au stade. Et donc on a des entraînements, que ce soit sur piste, en musculation, des entraînements en côte, en forêt, des fois on a la chance d'avoir le parc de Vincennes, le bois de Vincennes. Donc ça va se diversifier, mais c'est quand même à hauteur de 15, et puis des fois ça peut monter. On a ce qu'on appelle du pic quotidien, par moment, quand on arrive à trouver un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner 2h30 le matin et aussi le soir. Et donc là ça nous fait augmenter la charge horaire de nos entraînements. Mais grosso modo, on est plutôt sur 14 heures, entre 14 et 16 heures. Et puis ça va se moduler aussi en fonction des compétitions. En ce moment, on est en période de compétition. On a une compétition indoor, en salle. Pour le sprint, on a la chance de courir à l'intérieur. Peut-être que certains d'entre vous font du vélo, du cross, du long, de la route. Et là, il faut garder peut-être les gants, le cache-cou, ou pas du tout. Mais nous, du coup, en indoor, on a la chance d'avoir des infrastructures intérieures. Et donc, on fait du 60 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres, du 800 mètres en salle. Et à partir d'avril, on reprend les compétitions sur les pistes. Merci. Alors, d'un point de vue alimentaire, est-ce que tu es végétarien ou est-ce que tu es vegan? Et juste, petite parenthèse pour juste rappeler, même si vous savez sans aucun doute la différence, mais le végétarien exclut la consommation de chair animale, mais il va manger des œufs, du fromage, et il va du miel aussi, contrairement aux véganes, qu'on appelle aussi végétaliens, qui vraiment ne touche pas à quoi que ce soit qui soit d'origine animale, ou indirectement ou directement, et c'est même un mode de vie, puisque une personne végane ne va pas porter de vêtements en cuir ni en laine. Voilà, c'est ne pas profiter d'une manière ou d'une autre d'un animal mort, quoi. Alors pourquoi? Ah oui, donc d'abord dis-nous si tu es végétarien ou vegan et pourquoi. Okay. Alors je suis végétarien. Et ça me fait rire, j'ai un ami qui aime bien utiliser le mot ascendant un peu pour tout et n'importe quoi. Il me dit tu es végétarien, ascendant, vegan. Parce que en soi je consomme pas de lait, peu de fromage, quasiment pas. Mais je mange pas mal d'œufs. Je consomme beaucoup d'œufs, notamment pour cet apport en protéines. Ma copine elle est végane. Et donc peut-être qu'à terme je le serai aussi, je sais pas. Mais en tout cas ce que je ressens après cette année de végétarisme, et ce qui me conforte aussi dans ce choix-là, c'est qu'on a tellement d'options, en tout cas ici en Ile-de-France, on a tellement d'opportunités, de possibilités de bien s'alimenter sans avoir à passer par de la viande forcément, que je trouve que c'est plus juste, plus éthique, et que ça fonctionne bien.
peut-être qu'on rentrera un petit peu plus dans le détail après, mais en fait le fait de lier les deux, sport et alimentation, c'est un petit peu comme si j'étais un test ambulant. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui se questionnent, est-ce que tes performances se sont améliorées, est-ce qu'elles se sont dégradées, est-ce que tu as perdu du poids, est-ce que tu te blesses plus, machin. Donc là je commence à avoir un petit peu plus de retour, vu que ça fait un peu plus d'un an maintenant. Petit spoiler, j'ai amélioré mes performances, même si c'est multifactoriel. On ne peut pas dire c'est parce que j'ai arrêté la viande que je suis devenu plus fort. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais l'idée c'est surtout de se dire que ça ne m'a pas empêché. Ça ne m'a pas privé de. Donc ça, c'est, je pense, une bonne chose à dire. Et puis en tout cas, ça a pu beaucoup changer des mentalités dans mon entourage proche qui ont pris conscience qu'il n'y avait pas de risque. Ils voient, lorsque je fais des tests, que je ne suis pas en carence et que je suis en bonne santé. Donc ça les rassure et puis ils se disent pourquoi pas moi aussi. Et donc sur le choix végétarien de base, c'est vraiment pour des raisons écologiques. La classique, on se rend compte que voilà, sur la chaîne alimentaire, il faut d'abord nourrir le bœuf pour pouvoir nous nourrir nous. On voit ce que ça coûte en eau, on voit ce que ça coûte en énergie, et donc forcément c'est extrêmement consommateur, et puis c'est très dégradant pour la planète. Donc je réduis ma consommation de viande, ça tombe bien, je suis aussi, à l'époque j'étais étudiant, donc pour mon portefeuille, ça m'arrange vachement. Mais à l'époque, je prenais assez peu conscience des enjeux aussi autour des protéines, des micronutriments, enfin plein de choses qu'on ne peut pas savoir instinctivement, quoi. Mais ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de recettes, ça m'a ouvert l'esprit sur du coup tous ces aspects nutritionnels qui sont vachement intéressants. Et puis petit à petit, il y a aussi la volonté et puis la conscience éthique sur ces sujets-là qui est apparue. Et de se rendre compte que, comme je le disais au tout début, il y a une forme de privilège que j'ai d'avoir autour de moi accès à absolument tout type d'alternatives. Et donc, quelle est ma responsabilité de manger un être vivant quand je peux me porter bien, continuer à faire exactement les mêmes choses, être autant en bonne santé sans avoir à ôter une vie. Donc c'est des réflexions que je n'avais pas du tout au début. Et puis forcément, je pense que c'est dommage que Corentin soit pas là parce c'est une des personnes du coup, qui m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit sur ces sujets-là, sur une empathie qui est plus élevée que la moyenne, sur la vie d'un animal, la vie d'un être vivant. Et donc je trouve que les deux sont intéressants à lier entre l'écologie, donc je le fais pour des raisons écologiques, je le fais pour des raisons éthiques. Et puis après, on peut poser les curseurs sous plein de formes en se disant que même pour des raisons écologiques, en ayant accès à toutes ces choses-là, j'ai même pas l'impression de me priver, j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Enfin, j'ai goûté la viande, j'adore ça. Mes grands-parents font des plats succulents. Le gigot d'agneau, peut-être de 6 heures, me manque un petit peu. Mais en apprenant à cuisiner, il y a vraiment beaucoup d'alternatives qui sont excellentes. Et donc, il y a toutes ces réflexions qui sont venues s'ajouter et donc me conforter un petit peu dans ce choix-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les climato-sportifs ? Est-ce que quelqu'un connaît les climato-sportifs ? Ok. Alors, les climato-sportifs, notre objectif, c'est de lier sport et écologie. On s'est rendu compte que souvent, on avait une espèce de dissonance. Beaucoup de personnes qui étaient écolos, notamment, on est beaucoup d'athlètes, beaucoup de personnes qui faisons de l'athlète. On habitait d'ailleurs vraiment, je crois qu'on peut voir notre ancien appart d'ici, parce qu'on était rue du Midi, avec mon ancien coloc, donc vraiment à 1 minute. Et donc dans cette coloc, on s'est rencontrés à l'athlétisme, au club de Vincennes. On faisait du sprint tous les deux. Et puis on apprend petit à petit à se connaître. Il fait du sprint comme moi, il est ingénieur comme moi, sur des sujets d'efficacité, non, sur des sujets de décarbonation, lui de la santé, moi du BTP. Donc on a plein de passions communes, de terrains communs. Et donc on finit par se retrouver en colocation. Tous les jours on parle soit de sport, soit d'écologie. Donc, et à chaque fois on ne fait pas le lien entre les deux. Enfin si, forcément un peu, mais
on se rend compte que c'est quand même deux terrains qui sont un peu hostiles, où il y a des gens qui ont une passion, qui peuvent être écolos, mais s'il faut se racheter 5 paires dans l'année, ils vont se racheter 5 paires dans l'année. Parce que c'est aussi le sport, ce truc qui nous permet de nous évader, c'est aussi ce truc qui nous permet de faire en sorte que, voilà, qu'on se sente bien, qu'on se sente mieux. Et il y a vraiment une grosse consommation sur tous les sujets sportifs. Et donc ce qu'on se dit aussi, c'est que le sport, on regarde 2018, Coupe du Monde, des milliers de gens dans la rue qui se sautent dans les bras sans se connaître, c'est le sport. Les JO et les gens qui sont heureux et unis, c'est le sport. Donc c'est vraiment quelque chose de très fédérateur, un levier immense. Et on trouvait que le sport ne faisait pas assez sa part sur les sujets environnementaux, qu'il y avait une grosse dissonance. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de trouver un moyen d'investir ce secteur-là pour pouvoir s'adresser à un nouveau public. Et ce qui est cool avec le sport, c'est qu'on va vraiment pouvoir s'adresser à n'importe qui. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une grosse visibilité avec les climato-sportifs. On s'est retrouvés un peu d'un coup comme ça sur France Inter, France Info, France 2 et plein de trucs comme ça. Et souvent, on nous posait des questions du style « Ah, c'est cool que vous ayez le sport, comme ça vous allez pouvoir parler d'écologie aux banlieues. » Donc après, c'est vrai que bon, moi je suis noir, mon pote est arabe, et donc du coup peut-être qu'on nous ramène vers la banlieue plus facilement, mais en fait on leur a dit non, si demain on veut aller parler à un golfeur, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent du golf, même si il y en a. Le golf est de plus en plus... Enfin bref. Et donc ce qu'on leur a dit, c'est que si demain on veut s'adresser à une grosse partie de la population, le sport fait quand même son effet, parce qu'il y a à la fois les pratiquants, il y a à la fois les consommateurs, il y a à la fois les enfants qui découvrent et qui utilisent le sport pour être en bonne santé, enfin qui jouent aussi beaucoup, parce que le sport est aussi un jeu. Et donc on s'est dit que c'est quand même un levier qui est énorme pour pouvoir s'adresser à tout le monde et faire comprendre surtout que demain, cette passion que vous avez, quel que soit le sport, peut être dégradée. Même si vous êtes un basketteur, que vous faites ça en indoor et que vous dites je suis protégé des aléas climatiques, dans un monde à plus 2, plus 3 degrés, s'il n'y a pas la clim qu'il faut, vous allez être quand même embêté. Ça va être compliqué de faire du basket à n'importe quelle heure. Si vous aimez faire du foot, à mon avis, on ne va pas prioriser votre stade de foot à arroser en dépit d'une agriculture. Et donc, s'il y a un choix à faire, ce sera plutôt nourrir une population plutôt que d'arroser un stade de foot. Donc, peut-être que demain, le sport ne pourra pas être pratiqué de la même manière et que quand vous aimiez aller faire des foot avec votre père à 15h de l'après-midi le dimanche, peut-être que vous, dans 10 ans, 15 ans, vous ne pourrez pas faire de foot à 15h parce qu'il fera trop chaud et qu'il y aura une petite alerte qui vous dira attention, la qualité de l'air est trop dégueu, restez chez vous. Et donc, à travers ce prisme-là, ce biais-là, on essaye de toucher un petit peu, de tirer une corde un peu sensible peut-être sur la passion de la personne pour qu'elle se sente concernée par les enjeux climatiques et se dise ok, jusqu'à présent ça ne me touchait pas plus que ça, je voyais l'écologie comme quelque chose de très punitif, mais là je me sens concerné. Donc voilà, c'est juste un nouveau levier parce qu'il y en a plein. On ne dit pas que c'est le seul, c'est l'unique, mais l'idée c'est d'en avoir, de démultiplier ces manières de toucher, sensibiliser, de convaincre, persuader, et le sport doit en faire partie. Quelque chose de très important du coup, c'est que on lésine pas sur le fait de dire que le sport est aussi contributeur. On a dit qu'il était victime, mais on dit aussi qu'il est contributeur parce que on voit comment utiliser le sport. Le sport, c'est des grosses images de marque, c'est pousser à la surconsommation. C'est rare de voir des pubs sans voir une tête de sportif. Enfin, le nombre de fois où les sportifs sont utilisés pour vendre des montres, pour vendre des voitures, pour vendre tout et n'importe quoi. Et donc, on a envie que ces sportifs, si demain ils comprennent que leur sport, leur passion va être dégradée, va être mise à mal, peut-être qu'ils réfléchiront à 2 fois à qui est-ce qu'ils vont prêter leur visage, à qui est-ce qu'ils vont donner leur influence, pour que on utilise moins le sport à des
comment dire ça, enfin, dans un sens qui est mauvais, négatif. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'est né les climato-sportifs. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que on a comme mode de sensibilisation 3 voies, je dirais. Il y a une manchette que j'ai ramenée. Je vais pouvoir en montrer. Elle est là. J'espère que je la sens avant de la faire tourner. Si elle sort de compétition, je ne vous assure pas. Surtout que je l'ai prise avec moi en Guadeloupe, parce que du coup je suis d'origine guadeloupéenne, et j'ai pris des épices avec moi. Elle sent le curry. Donc bon, voilà, je la mets ici. Si quelqu'un veut s'aventurer, n'hésitez pas. Et donc cette manchette, peut-être que vous reconnaîtrez, elle est aux couleurs des Warming Stripes. Donc en fait, ce sont les bandes du réchauffement climatique. Du côté de ma main droite, on est en 1850, et du côté de ma main gauche, on est à peu près en 2022. Et donc ces bandes-là, elles représentent l'évolution, toutes les décennies, des températures globales mondiales. Une bande bleue, ça correspond à une température qui se refroidit, une bande blanche qui se stabilise, et une bande rouge à violacée, je ne sais pas si ça se dit violacée, de plus en plus chaude. Et donc, ce qu'on constate, c'est que sur les dernières années, quand on se rapproche de 2022-2023, on est sur des couleurs qui sont de plus en plus rouges, et donc la température augmente. Et en fait, ça signifie qu'il y a une véritable accélération. Ce qu'on essaye de faire avec cette manchette, c'est la porter lors de nos compétitions, lors de nos entraînements. Et donc, il y a des personnes forcément qui vont venir nous poser la question, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie. Et donc là, on fait rentrer la thématique écologique dans un sport, enfin dans un milieu qui n'y était pas propice à la base. La deuxième voie, ça va être des ateliers assez classiques. Donc on va essayer d'utiliser le sport en question. Si on va s'adresser à des rugbyman, on va reprendre les codes du rugby. Si on va s'adresser à des volleyeurs, on va essayer de reprendre les codes du volley. Et toujours leur expliquer que le climat aura un impact sur leur sport. Et donc la dernière voie de sensibilisation, c'est une charte qui va s'appliquer à n'importe quel sportif. On s'est concentré plutôt sur le pratiquant, parce qu'il existait déjà des choses sur les organisateurs d'événements, en leur disant c'est possible de faire du sport à haut niveau, c'est possible de faire du sport de manière amateur, c'est possible de faire du sport comme vous le faites aujourd'hui, mais en étant plus respectueux de votre environnement. Quelles sont les solutions? On a essayé de donner des cas concrets, des solutions très concrètes. Donc en premier, on a utilisé ce qui pèse le plus lourd dans un bilan carbone. Dans un premier temps, essayer de réduire ces transports. Si je vais en compétition, j'essaye de covoiturer, j'essaye de venir à l'entraînement en vélo, peut-être que ça va me permettre de m'échauffer, d'arriver plus chaud, de moins me blesser, de ne pas prendre l'avion si je suis un athlète de très très haut niveau, d'essayer de privilégier le train et les compétitions à proximité. Dans un deuxième temps, on va se dire l'alimentation. Deuxième poste le plus important aussi dans notre bilan carbone, essayer de réduire du coup notre consommation de viande et donc adapter une alimentation sportive mais plus végétale. Et puis ensuite, il y a en tout, il y en a 7 qui vont être autour de l'équipement, trouver de la seconde main. Ça va être aussi, j'allais vous dire que je suis en full seconde main. Donc on peut trouver vraiment beaucoup de choses en seconde main qui sont vraiment sympas. Donc les équipements, la manière dont on communique sur les réseaux, parce que comme on l'a dit avant, le sportif a une responsabilité dans sa manière de communiquer, il va avoir un impact, une forme de résonance. On parle aussi forcément comment on appelle ça, de la justice sociale, parce que forcément dans le sport ça se reflète de manière très directe. Et donc l'idée c'est d'avoir ces 7 points et de donner des actions très concrètes sur comment les mettre en place. Donc tous les deux, dans votre appartement de la rue du Midi, vous avez créé un collectif. C'est quoi exactement, c'est un peu juridique comme question, j'en sais rien, mais comment vous vous êtes formé en association?
C'est vrai que j'ai dit qu'on était deux, mais on était plus que deux. On était deux en colocation et on était, disons, dans un environnement très propice. On a rencontré par exemple les Shifters qui eux aussi ouvraient une branche sport, qui ont sorti un rapport très intéressant sur les stades et le poids carbone de ces compétitions sportives. Et donc dans cet environnement, on a rencontré plein d'autres personnes. On a aussi rencontré par exemple Mathieu Wittveut, qui est un éco-aventurier qui a monté le Climate Workout, qui est donc un atelier de sensibilisation qui utilise le sport. C'est un peu un mélange entre Koh-Lanta et la fresque du climat. Et donc l'idée, c'est de sensibiliser avec le mouvement, de sensibiliser en se déplaçant. Et donc c'est notre manière de comprendre, notre manière d'apprendre. Et donc dans tout cet environnement, on a fait une association qu'on a créée en fin 2023. Et puis autour de nous, on a eu énormément de chance parce qu'il y a eu des personnes qui se sont senties touchées par ce combat, on peut dire ce combat, et donc qui ont décidé de nous rejoindre aussi de manière bénévole. Et donc on a avec eux essayé de créer du coup à la fois des ateliers, on a essayé de créer des visuels, on a fait un peu de communication sur les réseaux, on a fait des interventions dans des forums, on a fait des interventions dans des médias, et donc on a essayé de faire en sorte que déjà tout le monde soit bienvenu, qu'on ait un maximum de sports représentés, parce qu'on sait très bien que moi, j'ai beau être hyper passionné par le sport, mais si demain je veux convaincre des volleyeurs, rien de mieux qu'un autre volleyeur, quoi. Donc l'idée c'était d'avoir une représentativité assez large, et donc voilà, on s'est formé en tant qu'association. Alors venons-en au point qui m'intéresse le plus, l'alimentation. Donc comment est-ce que tu es suivi par un diététicien? Comment est-ce que tu as su quels étaient tes besoins nutritionnels, notamment en protéines, et comment tu es certain que... Enfin, si, tu es certain parce que tu fais des analyses et que tu vois que tu vas bien, et que concrètement, dans la pratique, tu vois que ça va dans le bon sens, mais est-ce que tu as des conseils d'un pro ou tu t'es renseigné en lisant des livres, ou comment tu sais que ça va? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu un nutritionniste. J'ai vu un nutritionniste au tout début de cette aventure, entre guillemets, donc qui m'a donné forcément des conseils, mais ce qui était un petit peu difficile au début, c'était de trouver un nutritionniste qui est spécialisé du coup dans je dirais, le végétarisme. Parce que du coup, quand j'ai vu d'abord un médecin, puis un nutritionniste, il me disait c'est bien, mais au vu de la quantité de sport que tu pratiques, il faudrait que tu aies au moins une viande blanche et quelque chose comme du foie ou des abats une fois dans la semaine. Et donc au début, quand j'étais étudiant, je m'y tenais. Enfin, je mangeais un petit peu de... J'étais flexi, quoi. La classique, flexitarien. Et puis, c'est marrant parce que cette histoire est un peu venue d'une forme de défi. Je voulais un petit peu me challenger. C'est pour ça que je disais que c'était multifactoriel, le fait que j'ai amélioré mes chronos. Parce qu'en me challengeant, en me mettant en visibilité, en disant voilà, moi, climato-sportif, je veux prouver que je veux atteindre le haut niveau sans manger de viande, sans manger de poisson, je me suis mis aussi dans un mode particulier où j'ai mis en place certaines choses. Je m'entraînais peut-être avec un peu plus de volonté, j'étais plus consciencieux sur ma récupération, j'étais plus consciencieux aussi sur les endroits où j'allais en compétition, parce que ça joue aussi. Et donc au début j'ai vu ce nutritionniste qui m'a aidé, mais c'est vrai qu'après ça a quand même été beaucoup j'ai cherché un peu à droite à gauche. C'est vrai qu'aujourd'hui peut-être on est une génération qui s'informe beaucoup sur les réseaux, ça peut être un avantage comme un très gros défaut. Et donc j'ai tâtonné, c'est le mot que je cherchais, j'ai beaucoup tâtonné, cherché, essayer de comprendre, voir ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Et puis c'est ça, une fois que j'ai demandé à faire des tests, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'alerte particulière, et donc à partir de là je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison de faire de chemin arrière, de retour en arrière,
j'ai, en toute transparence, dû reprendre une fois de la viande parce que j'étais en Martinique. Et donc, c'est pas moi qui faisais à manger pendant toute la semaine où j'étais en stage. Donc, on s'entraînait le matin pendant 2h30, puis l'après-midi pendant 2h30. Et donc, on était tout le temps en train de courir partout. Donc, entre aller au stade, aller chercher à manger, faire une sieste, machin. Donc, à ce moment-là, je pouvais pas faire à manger. Je savais pas où trouver des alternatives parce que je n'étais pas chez moi, j'étais un peu loin. Et donc, à ce moment-là, j'ai consommé de la viande. Mais sinon, j'ai jamais ressenti ni de manque pour de la viande. Et j'ai pas ressenti non plus de carence, j'ai pas senti de faiblesse. Et oui, j'ai oublié, très important, j'ai suivi une formation qui m'a été quand même très très utile avec justement Corentin, qui a une association qui s'appelle Futur Asso, et donc eux ils sont très axés plutôt sur le bien-être animal, l'éthique, bien évidemment aussi les sujets environnementaux parce que tout est lié. Et donc ils ont une formation qui est totalement gratuite. Je ne sais plus comment j'ai rencontré Corentin, peut-être que ça me reviendra. Et donc en fait cet asso-là, en discutant avec eux, en voyant que Corentin lui était très sportif aussi, il m'a dit bah écoute, viens suivre notre formation, on a 5 thèmes qui vont t'aider du coup à mieux comprendre l'alimentation végétarienne et végane. Et donc ça m'a aussi beaucoup aidé à comprendre et à mettre en place une alimentation qui est saine, correcte, équilibrée et faite aussi à ma pratique sportive. Et donc l'idée c'était de comprendre ce qu'il fallait que je mange, quelles étaient les alternatives intéressantes, comment bien composer aussi son assiette au cours de la journée. Peut-être qu'on pourra rentrer dans des conseils pratico-pratiques. Et puis voilà, tout s'est plutôt bien passé. Au début, j'ai eu une grosse phase aussi où je comptais, j'ai jamais fait ça, mes calories, mais c'était aussi un moyen de savoir qu'est-ce que représente ce que je mange. Donc en soi, c'était pas très compliqué, on a une application, on pèse ce qu'on fait à manger, et donc du coup, l'idée c'est un petit peu comme un scientifique, quoi, un petit mec en laboratoire, il pèse son truc, et puis du coup, il a une valeur qui lui est attribuée, et donc je savais à peu près combien de protéines j'ingurgitais, combien de calories, combien de glucides, et donc ça me permettait de comprendre au final qu'est-ce que mon alimentation végétale m'apportait. Et donc ça m'a aidé à construire, j'ai fait ça pendant peut-être 2 bons mois, histoire de savoir et bien comprendre ce que je mange, et puis après, une fois qu'on sait et qu'on connaît, on a moins cette nécessité de calculer tout le temps. C'est vraiment juste pour comprendre ce qu'on consomme. Donc, par exemple, concrètement, est-ce que tu prends combien de repas par jour? J'ai gardé le parce que j'en prends 3, après une petite collation, peut-être à 16h. Et est-ce que tu essaies d'avoir des protéines à chaque fois, y compris à cette collation? Oui, je consomme beaucoup de protéines le matin, et puis ensuite, le midi et le soir, c'est un peu moins focus dessus, et ma collation, elle, est assez protéinée aussi. Tu dirais que tu essaies de viser une certaine quantité de protéines? Ce serait quoi la quantité? Pour ma pratique, qui est celle du sprint, qui est quand même quelque chose qui demande beaucoup, je suis aux alentours de 100, 130, mais en moyenne, quand on a une pratique normale sportive, on est plutôt aux alentours de son poids de corps en grammes, à peu près. Donc si vous faites 60 kg, après, je ne suis pas médecin, mais en moyenne, on recommande à peu près 1 à 1,2 fois son poids, mais en grammes. Donc si vous faites 60 kg, vous êtes à peu près entre 60 grammes de prot ou 80. Il faut préciser que 60 grammes de protéines, c'est pas 60 grammes de viande. Dans la viande, il y a 25% de protéines. Donc si on vise cette quantité de protéines, 60 grammes par repas ou par jour? Par jour. Ah oui, par jour, d'accord. Donc ça se divise par repas, d'accord. Mais toi, c'est 100 grammes, c'est ça? À peu près, par jour. 100 grammes, donc ça fait 25 grammes par repas, donc ça fait... oui, ok, donc ça fait l'équivalent de... Mais là, on n'est pas la référence n'est pas la bonne avec un steak ou un morceau de poulet, mais oui, ok. C'est une cuisse de poulet ou 3 œufs, voilà. Et du coup, par quoi tu les substitues, toutes ces protéines animales? Alors,
Il y a beaucoup de choses existantes. Ce qui est intéressant du coup quand on enlève la viande, c'est qu'on prend conscience qu'il y a des protéines dans beaucoup de choses environnantes. Et donc l'objectif, c'est de savoir lesquelles. Moi, ce que je consomme, qui est très protéiné, que je trouve vraiment top pour pouvoir remplacer la viande de manière assez simple, parce qu'en goût, en texture, en protéines, on s'y rapproche beaucoup. Ça peut être les protéines de pois, les protéines de soja texturé, les PST, les PDT. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez rapides à cuisiner, en plus qu'on vient réhydrater en trempant dans de l'eau chaude, et que ensuite vous allez pouvoir assaisonner et faire cuire de manière assez simple. Il y a le tofu aussi qui est très connu. On a quoi d'autre? On peut avoir aussi toutes les légumineuses et céréales. Vous avez des céréales ou des légumineuses qui sont plus ou moins riches en protéines. L'idée, ça va être de les combiner, ces deux-là. Pas forcément dans un même repas. Vous n'êtes pas obligé de manger à chaque fois et des céréales et des légumineuses. Mais donc en fait, ce qu'on vous dit souvent, c'est que les protéines végétales sont moins bien que les protéines animales parce que moins complètes. Et en fait, dans ce spectre d'acide aminé, vous allez en avoir, je dis n'importe quoi, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et si dans la même journée, vous avez un peu des 4 et un peu des 4 autres, ça va être un profil complet. Donc l'idée, ça va être, quand je fais à manger, par moment, ça va être des céréales, par moment, ça va être des légumineuses. Et donc là, je sais que j'ai un profil qui est complet et ma protéine sera de bonne qualité et sera équivalente à celle que je peux trouver dans la viande. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi bien évidemment tout ce qui est graines de courge, graines de chia, graines de lin. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est des crackers. Donc tout simplement, vous allez mélanger vos graines de courge, vos graines de lin, vos graines de chia. Très important d'avoir des graines de chia du coup, que vous allez tremper dans l'eau chaude, puis étaler sur une plaque, mettre au four. Et donc ça remplace le pain, c'est très, très protéiné. C'est vrai qu'au début, j'avais peur de manquer de protéines, parce qu'on m'avait tellement fait croire que les protéines végétales, c'était faible en protéines et que j'allais devenir tout rachitique, tout sec et tout carencé, que j'allais chercher la protéine partout. Donc je me faisais du pain protéiné, je me faisais des céréales protéinées, je me faisais mon granola protéiné, je me faisais ma tartinade protéinée, donc je devenais un petit peu foufou. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais j'arrive à des quantités qui sont complètement démesurées. Là, je suis en train de peser mes quantités. À la fin de la journée, je vois que je suis à 200 grammes de protéines, ce qui est énorme et absolument pas nécessaire. Et donc en fait, c'est un peu ça qui m'a détendu. Je me suis rendu compte que voilà, il y a quand même beaucoup d'alternatives, beaucoup de choses qui permettent d'avoir des quantités de protéines assez élevées. Et puis si on se débrouille bien, avec ces fameuses graines, avec ces noix qu'on prend en encas ou qu'on transforme pour en faire quelque chose, du pain, des tartines, des tartinades ou autres, et ben on peut arriver à des quantités de protéines qui sont aussi assez élevées et donc avoir un apport qui est hyper intéressant. Le tofu, on est d'accord que c'est le tofu ferme qui a le plus de protéines, le tofu soyeux en a beaucoup moins. Et alors, pour dans ma démarche de cuisinière, tout ce qui est, les protéines texturées, c'est assez loin de l'aliment brut, naturel. Mais donc si on voulait au moins, si je comprends bien, celles-ci sont complètes dans leur profil d'acide aminé. Les protéines texturées de soja, oui. Donc le soja, le tofu, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de les compléter. C'est que les céréales qu'il faut là, le quinoa par exemple, il va falloir le compléter avec... Le quinoa, je crois que en fait, dans les profils d'acide aminé complet, il y a le tofu, le quinoa et, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois l'edamame, il me semble. Mais après, oui, c'est vrai que le reste, il faut essayer d'avoir un peu de céréales et un peu de légumineuses. J'avais, pour mon dernier livre, j'avais pas mal recherché toutes ces histoires de protéines et j'avais été surprise de voir que les céréales qu'on dit protéinées, comme par exemple le sarrasin ou le quinoa, faut quand même faire attention parce qu'en fait leur poids, quand on regarde sur la boîte, là, le poids est élevé en effet, mais c'est le poids sec. C'est le poids sec, ouais. Et alors, il y a 3 fois le niveau d'eau en fait à l'intérieur, donc à la fin il y a 3 fois moins de protéines. Donc par rapport aux légumineuses, qui elles sont vraiment très riches, effectivement, les graines qui sont vraiment très riches, au poids
rapporté au poids ou 100 grammes, c'est vraiment la même chose que des protéines animales. Il faut se méfier des céréales qui ont un effet coupe-faim sympa, mais qui finalement ne sont pas forcément intéressantes d'un point de vue protéines. Voilà. Les graines de chia, oui aussi, ok. Et est-ce que, enfin oui, tu envisages le véganisme, enfin, ou pas, ou t'es bien comme ça? Là, tu manges des œufs aussi. Ouais. J'envisage le véganisme depuis que je suis avec une personne végane. Forcément, ça influe beaucoup. Et je pense que c'est surtout le fait de se rendre compte que j'en suis pas si loin, en fait. Parce que j'aime beaucoup mes yaourts végétaux. Je mange assez peu de fromage, même si j'aime bien ça. Quand je regarde ma consommation habituelle, c'est rare que j'en achète. Si j'en mange, c'est à un repas familial, à une fête familiale. Mais ou sinon, chez moi, j'en achète assez peu. Donc en fait, le véganisme ne m'effraie pas dans le sens où je m'en sens quand même assez proche. Et puis c'est vrai que dans la formation que j'ai pu faire du coup avec Corentin, il y a tout cet aspect éthique que je ne prenais pas en compte par mon biais écologique qui m'a frappé. Où on m'explique que voilà, avoir accès à des œufs, ça signifie aussi que on force la poule et génétiquement elle a été modifiée par l'humain. Enfin, quand je dis modifiée, c'est pas les méchants humains qui ont fait des traficotages, mais c'est que on pousse la poule à ce qu'elle ponde quotidiennement pour qu'on puisse avoir notre quotidien et qu'elle n'est pas faite pour pondre tous les jours, elle est censée aussi couver. Donc il y a aussi éthiquement quelque chose qui peut être reprochable. On a tous vu voilà, des vidéos qui peuvent être des fois un peu traumatisantes de poules dans des conditions un peu trash. Et donc forcément ça questionne. Et puis pour ce qui est du lait et des produits laitiers, il y a aussi cette même chose. On va demander, enfin on peut lui poser la question, on va soit tuer le veau, soit faire en sorte de l'éloigner pour qu'on puisse du coup réserver ce lait, non pas au veau mais à l'être humain, et faire en sorte qu'elle produise quotidiennement. Mais du coup cette extraction qui est quotidienne et régulière fait que l'animal souffre, même des fois saigne, ce qui aussi cause ce haut taux de calcium. S'il y a autant de calcium dans le lait, c'est parce que les vaches aussi ont des plaies et le sang qui en est gorgé, du coup, va augmenter la teneur en calcium dans le lait. Donc, enfin, c'est toutes ces choses qui, éthiquement, des fois, peuvent un peu nous remettre en question et nous dire si j'aime bien mon soja sun, quelle est la raison d'aller prendre un Activia, quoi. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui pourraient éthiquement me pousser à aller vers du véganisme, parce que on est dans un monde, encore une fois, où on est entouré d'opportunités et de possibilités d'alternatives qui sont bonnes, qui sont savoureuses. On a de plus en plus de recettes, on a de plus en plus de manières d'y accéder, d'y parvenir. C'est goûtu, c'est bon. Et je pense que c'est intéressant de traiter cette notion de privilège qu'on a. Et ce privilège-là, du coup, c'est pas, je me sens pas redevable, mais dans le sens où si je ne sens pas mon quotidien ou mon bonheur, ou le mot que je cherche ne me vient pas, mais mon confort n'est pas impacté, je trouverais ça vachement égoïste de ne pas faire différemment, sachant que cette consommation-là a un impact sur le monde et sur tout ce qui en découle. Donc voilà, je trouve ça important de me dire que ce privilège-là, ce confort-là que j'ai, derrière il peut avoir des conséquences, et si je peux garder ce même confort sans qu'il y ait ces conséquences-là, c'est important que je fasse différemment. Je rebondis sur le soja sun parce que s'il n'est pas bio, alors je sais que, est-ce qu'il n'y a pas quand même une question de où vient le soja, s'il vient d'Amérique du Sud, qu'on a déforesté pour l'avoir, et tout ça, c'est embêtant, mais je sais pas. Je sais qu'en bio, il serait français normalement, le soja, et est-ce que tu as regardé d'où venait le soja? Sur le soja, il y a pas mal de comment dire ça, enfin, il y a beaucoup de
craintes, que ce soit sur, comment dire ça, sa provenance, mais aussi ce qui pourrait causer, on parle beaucoup de phytoestrogène, ce genre de choses. Sur la provenance, il faut quand même se rappeler que il me semble que jusqu'à 80% du soja qui est cultivé et qui est cultivé en Amérique du Sud a pour destination le bétail et nourrir les animaux. Donc en fait, dans cette chaîne-là, encore une fois, si, je ne dis pas qu'il faut tuer le bétail, mais je dis juste que on pourrait nourrir une quantité astronomique d'humains sans avoir à passer par cette chaîne du coup du bétail. Et donc il ne faut pas se sentir coupable de consommer du soja parce que la proportion est tellement infime, ne représente rien quant à la globalité et là où se dirige le soja. Parce que sa fonction première aujourd'hui, à quasiment 80%, c'est de nourrir le bétail. Et puis ensuite sur les oestrogènes, encore une fois ce qui est compliqué c'est qui fait les analyses, parce que après encore une fois ce qui est un peu embêtant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut toujours trouver quelque chose qui va dans notre sens. Donc forcément j'ai trouvé quelque chose qui va dans mon sens, mais en tant qu'ingé, on nous a appris à essayer de se tourner d'abord vers des méta-analyses, donc c'est-à-dire que c'est des données qui viennent de plusieurs articles, il faut que ce soit quelque chose de groupé, pas juste un article seul et unique. Il faut voir aussi qui l'a financé, de qui ça provient. Et donc ce que j'en comprends, c'est qu'il y a quand même en France, on a cette culture de la viande qui est ancestrale, et donc on a forcément, bien évidemment, comme pour tout, des lobbies qui vont faire en sorte qu'on ne perde pas cette culture, ce qui est, je trouve, important, mais aussi qu'on continue à consommer comme on le fait. Et donc je pense qu'il faut bien séparer notre culture, notre patrimoine et la manière dont on consomme la viande aujourd'hui, qui est, on peut le dire, extrême. Il suffit de remonter, je ne sais pas, poser la question à mes grands-parents, nos parents, combien de viande ils consommaient dans la semaine, et on se rend bien compte que ça a explosé. Et ça, c'est pas dû à rien, c'est aussi dû à un matraquage récurrent, et je m'en rends compte en étant à la fois sportif et végétarien, c'est que vraiment les personnes sportives dans mon entourage sont inquiètes. Ils pensent que je vais finir rachitique et faiblard, et que si j'ai une mauvaise phase dans mes entraînements, si j'ai une mauvaise phase dans mes compétitions, ça va être forcément dû à mon alimentation. Alors que ces mauvaises phases arrivent à absolument tous les sportifs, mais on ne va pas remettre en cause leur alimentation, on ne va pas dire « Ah, c'est parce que tu as mangé hier du bœuf ». Donc on sent bien qu'il y a quand même quelque chose de très présent et de très marqué, de très fort dans nos esprits, sur le fait qu'il est très important de manger de la viande pour être en bonne santé, et il faut en consommer quotidiennement à chaque repas. Et donc forcément, les études aussi qui ont été faites pour conforter tout ça, il faut les prendre avec des pincettes, il faut les regarder avec peut-être un œil nouveau, et comprendre pourquoi est-ce qu'en France on est aussi méfiant autour du soja, alors que dans d'autres pays c'est pas le cas. Aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, il n'y a pas de contre-indication sur le soja. Il y a des pays comme la Chine qui en consomment en quantité depuis des millénaires. Je ne crois pas qu'ils aient des problèmes différents des nôtres. Je pense même que c'est l'inverse. Ils ont une espérance de vie qui est supérieure à la nôtre. Donc, faut faire attention. Sur le soja, pareil, il y avait jamais. Quoi ? Non, en fait, effectivement, le soja, c'est comme un perturbateur endocrinien. En fait, ça, c'est un fait quand même aussi. Il y a quand même des quantités, en fait, aussi, qui, si elles sont trop fortes, en fait, malgré tout, en fait, perturbent le système hormonal. En fait. Donc, c'est pas dire qu'il ne faut pas en manger. Mais je veux dire, en fait, c'est pour ça, en fait, je pense que les médecins, en fait, parlent de ça. Et ça, pour le coup, c'est un... On en revient de ça. Effectivement, les oestrogènes dans le soja, les phytoestrogènes ont été diabolisés pendant 20 ans. Les femmes à risque de cancer du sein ont été complètement interdites de manger du soja. Et c'est vraiment depuis quelques années, on est en train de revenir, j'en ai parlé à plusieurs médecins spécialisés du sujet,
on est en train de revenir là-dessus, sur le danger des phytoestrogènes, d'avoir trop d'œstrogènes. Et enfin, en tout cas, l'exemple le plus parlant, c'est vraiment les femmes japonaises qui ont le taux de cancer du sein le plus bas du monde. Et quand elles émigrent aux États-Unis et qu'elles commencent à avoir une alimentation occidentale, leur taux de cancer du sein explose. Ça permet, on se dit que ça a forcément un peu de sens sur le fait que le soja n'est pas si toxique. Donc bon, effectivement, je pense que c'est à nuancer. Et je crois aussi qu'un des problèmes, c'est que l'étude sur laquelle se base cette conclusion a été faite sur des animaux. Et donc du coup, ça pose question. Parce que on sait par exemple qu'un chien ne peut pas manger de chocolat, mais nous, oui. Donc est-ce qu'on peut tirer les mêmes conclusions ? Encore une fois, je mets toujours attention, parce que là, toi, tu dis que tu as été voir des médecins. Moi, les informations que je tire sont un peu comme tout le monde, mais tirées d'Internet, donc il faut toujours avoir un regard critique. Mais je pense qu'il y a une grosse question sur ce sujet-là, et on est en train un petit peu d'en sortir, parce qu'il y a des avis qui divergent vraiment énormément. Je repense à un post d'une influenceuse qui est très connue, qui s'appelle Mélanie en Vegani, et qui parle du coup, qui fait tout un peu un décryptage de le tofu et des craintes qu'on a autour de tout ça, et qui explique que on a des incertitudes, mais que quand on regarde autour de nous, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Je me souviens avoir vu aussi que la quantité maximale qui était indiquée en France était de 70 grammes par jour de tofu. Ça reste quand même beaucoup, mais moi qui consomme qui essaye de consommer beaucoup de protéines, 70 grammes de tofu quotidiennement, pour les atteindre, faut quand même y aller, quoi. Est-ce que tu as senti une différence quand tu as été... C'était en Guadeloupe? Non, c'était où quand tu as été obligé de manger de la viande pendant une semaine? Franchement... Après, c'est difficile de comparer, parce que c'est vraiment des moments très intenses où notre coach, déjà, est fou. Il aime bien nous pousser à bout. Donc on va avoir des entraînements où il va nous faire la misère toute la journée. Donc forcément, il y a une forme de fatigue perpétuelle. On a l'impression de ne jamais s'en remettre. On fait des micro-siestes dès qu'on peut, que ce soit dans la voiture, quand on rentre après manger et tout. Donc j'ai un peu de mal à dire si j'ai vraiment vu une différence. Donc je ne saurais pas dire. Digestion. Je pense que j'étais pas assez dans cette observation. J'étais peut-être un peu trop dans le sport. C'est vrai que j'ai pas observé mon corps. Je me sentais un peu lourd par moment, parce que aussi on mangeait beaucoup. Mais j'ai pas été assez attentif. Je sais que j'ai moins eu cette démarche d'observation de mon corps que quand je suis passé au végétarisme. Peut-être une dernière question avant de vous passer le micro. Est-ce que tu essayes de manger bio, ou c'est quoi ton positionnement par rapport à l'agriculture biologique? C'est un petit peu ce que je disais sur la manière dont on consomme a un impact sur tout. Pour moi, vraiment, c'est une manière de voter, consommer, mettre son argent dans telle ou telle chose. C'est une manière de dire voici ce en quoi je crois. Et c'est peut-être plus intéressant de procéder à ce qu'on appelle du boycott que du boycott. Donc au lieu de dire je boycotte telle ou telle chose, même s'il faut le faire et que forcément en faisant ce boycott, je boycotte autre chose, mais c'est peut-être plus attractif en se disant je continue à acheter, mais j'achète bien et différemment. Donc moi je prends mes légumes à l'AMAP de Vincennes, que certains connaissent, et je vous incite à le faire parce que c'est vraiment une autre manière de consommer. Je trouve ça top en fait, parce que au lieu d'aller dans un carrefour, ou au lieu d'aller dans une grande surface où il fait froid, il fait chaud, il y a des gens, ils tirent la tronche, ils ont leur caddie, il y a zéro communication, tout le monde sait avec ses écouteurs, il y a une musique de fond qui est nulle. Là vous avez des gens qui sont sympas, qui vous sourient, qui vous disent bonjour, avec qui vous pouvez échanger, à qui vous pouvez poser des questions. Et ça n'a rien à voir, ça change vraiment sa manière de consommer. Et puis du coup, vous donnez votre argent à quelqu'un et vous voyez à quoi il ressemble. Vous voyez la personne à qui vous donnez votre argent. Donc si demain il dit écoutez, là moi ça va pas, je dois rajouter 1 ou 2 euros dans le mois, oui.
on ne se pose même pas la question, on n'est pas frustré, énervé comme on pourrait l'être avec l'inflation. Des fois, on ne sait pas pourquoi, est-ce que ça augmente, à cause de quoi, pour qui. Là, c'est quelqu'un avec qui on communique, avec qui on partage des courts moments, mais on partage quand même quelque chose. C'est du coup du bio. Et je trouve que c'est vraiment une autre manière de consommer qui est très intéressante et que j'encouragerais toujours. Pour le reste, je passe par La Fourche, qui aussi propose du bio à un prix très attractif. Et encore une fois, c'est où est-ce que je mets mon argent. Donc ça se retrouve dans absolument tout. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les climato-sportifs existent, c'est parce qu'on s'est aussi dit il est important que l'écologie infuse dans absolument tout, ne laisse part à aucune... qu'il n'y ait pas le moindre secteur qui soit laissé de côté. C'est-à-dire que même si vous parlez d'art, il y a des personnes qui s'attellent à réfléchir à quel sera le monde de demain, comment est-ce que je vais le représenter, quels sont les avenirs désirables que je vais illustrer, et j'ai ma part de responsabilité en tant qu'illustrateur. Des personnes, je ne sais pas, des ingénieurs même, en tout, il faut que chaque secteur se sente responsable et comprenne que l'écologie doit infuser dans absolument tous les sujets. Donc le sport, la manière dont on consomme, la manière dont on s'habille, la manière dont on mange, la manière dont on se déplace, et surtout qu'il y a des alternatives qui sont désirables, qui sont existantes, qui fonctionnent très bien, qui sont même mieux, parce que je trouve que aller à la MAP, c'est mieux que d'aller à Carrefour. La Fourche, pour le coup, il y a moins ce côté peut-être humain, parce que c'est une plateforme en ligne sur laquelle on peut commander c'est de l'épicerie, il y a tout maintenant, il y a à la fois de l'épicerie sèche comme du frais, du froid, et sur lequel on peut commander absolument tout, et c'est du bio, c'est pour une grande partie français, c'est majoritairement éthique aussi, et donc voilà, c'est encore une fois ce privilège qu'on a de pouvoir consommer correctement sans mettre à mal notre confort. Merci Mathieu, impressionnant. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir, merci pour l'intervention, c'était très intéressant. Alors j'aimerais en savoir plus au niveau des chiffres. Est-ce que la partie qui représente le sport, on va dire, professionnel est plus impactée que le sport à titre individuel grand public ? Et comment est-ce que nous, à titre individuel, on peut avoir un impact plus pertinent ? Okay. C'est qu'est-ce qui pollue le plus entre l'amateur et le professionnel ? C'est ça, oui, si vous avez des chiffres et des raisons également. De tête, non, mais je pense que... Merci. C'est une très bonne question. J'ai pas de chiffres. Les seuls chiffres que j'aurais, ce serait sur l'influence des sportifs. Et donc, forcément, il y a quelque chose qui est très difficilement quantifiable sur quelle va être l'influence d'un sportif. Et demain, si Kylian Mbappé, par exemple, on a vu, je peux donner un exemple concret, Cristiano Ronaldo qui pousse le Coca qui perd des actions. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, de se dire quelles vont être les conséquences si demain les joueurs de foot disent moi je ne prends pas l'avion pour aller à telle ou telle compétition. Donc forcément, il y a à la fois une petite partie de sportifs professionnels qui ont un impact énorme, et il y a une grosse quantité de sportifs amateurs qui ont un petit impact, mais multipliable par beaucoup. Nous, ce qu'on essaie de dire avec les climato-sportifs, c'est que dans un premier temps, on va essayer de s'adresser aux pratiquants, aux consommateurs de sport et aux sportifs de tous les jours, parce que ce levier-là, il va peut-être derrière engendrer une transformation dans son alimentation. Parce que quand on est sportif, forcément, on va réfléchir à comment est-ce que je m'alimente, comment est-ce que je fais pour fournir à mon corps les quantités nécessaires. Et donc, à travers cette réflexion-là, il va obliger de constater que le bio, c'est mieux, parce qu'on a moins de perte de nutriments. Et donc, si je veux faire en sorte que mon corps soit prêt pour l'effort que je vais accomplir, il faut que je me nourrisse en bio.
il va forcément réfléchir à quelle eau il consomme, il va prendre conscience que voilà, il y a des gros sujets autour de l'eau, et donc il va peut-être avoir une conscience écologique qui grandit. Et on veut en fait que le sport puisse être un vecteur de réflexion qui amène à tous les sujets environnementaux. On peut parler, j'ai parlé de l'alimentation, on peut parler de sa manière de s'habiller, de consommer nos vêtements, on peut parler de la qualité de l'air, on peut parler des transports. Et en fait, c'est vraiment ce moyen-là d'abord, c'est un peu un piège. On va d'abord parler de foot. On a eu la chance de se retrouver notamment à l'Adidas Arena pour parler avec des basketteurs. Donc on s'est retrouvé dans une salle pendant la pause d'un match du Paris Basketball. Il y avait à peu près 5000 personnes. Donc dans un premier temps, on leur dit que voilà, leur sport il est génial, c'est trop bien le basket, mais si demain, si tu prends pas un minimum soin de ton terrain de jeu, qui est la planète, et bah, tu pourras pas pratiquer ton sport de la même manière, et donc il va falloir en prendre soin. On a essayé d'être préventif et de se dire ok, on va aussi amener des solutions, et donc ça c'est la charte avec les solutions déjà existantes. Donc on a d'un côté le sportif qui va avoir un impact énorme, qui si demain il bouge juste une canette de Coca de 3 mm, et bah, Coca va perdre 6 milliards. On sait que les 6 Français les plus suivis sur Instagram, bah, c'est des sportifs. Et donc si demain Kylian Mbappé ou je ne sais qui, Benzema ou autre, fait une story en disant l'avion c'est nul, bah, peut-être que les gens pendant 3 jours sur BFM on va entendre c'est vrai, est-ce que l'avion c'est nul, ils vont se poser la question. Donc voilà, c'est la force que peut avoir le sportif et l'impact qu'il va engranger qui est intéressant. Et de l'autre côté, c'est la manière dont on entre. On m'a dit d'arrêter d'utiliser le terme cheval de Troie parce que c'était péjoratif, mais je le vois un peu comme ça, c'est comme un cheval de Troie, donc nous on est caché dans notre cheval comme ça, on parle de basket, et après hop, tadam, le dérèglement climatique existe. Donc voilà, il faut utiliser à bien ces deux aspects du sport. Et une bonne question, il faudrait que je cherche du coup des chiffres pour pouvoir quantifier un peu tout ça. Par rapport à l'alimentation, au niveau performance, ça n'a rien changé ou même amélioré. Est-ce que dans la récupération, la blessure, est-ce que ça a aussi apporté un plus, ce changement d'alimentation? Et par rapport aussi à des collègues qui sont dans la performance, qui prennent pas mal de protéines, de compléments alimentaires, chimiques et qui ont fait, est-ce que par rapport aussi à eux, alors c'est ce type de consommation, est-ce que les maladies ou la récupération, tu te sens mieux qu'eux et en termes, tu constates sur les terrains d'entraînement que tu te blesses moins ou pas par rapport à ce changement? Merci. Ça a été assez difficile de voir la différence parce que j'ai la chance d'avoir été très peu blessé, même si l'athlétisme est vraiment sujet à de nombreuses blessures, notamment aux ischios. C'est un sport où on se blesse très souvent parce qu'on est dans des intensités qui sont assez fortes et violentes. J'ai quand même eu quelques blessures. En tout cas, là, en cette année de végétarisme, j'ai pas été plus blessé. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve encore une fois que c'est pas... je peux pas affirmer que, mais je peux dire que ça n'a rien changé et donc ça n'a pas dégradé. Je peux affirmer que ça n'a pas dégradé. Donc ça, déjà, c'est une première chose qui est intéressante. Comparé à mon groupe, par contre, c'est certain que je me blesse beaucoup moins. Mais c'est vraiment... c'est impressionnant. Parce que ce qui est intéressant, c'est vrai que je n'ai jamais été blessé, mais ce que je devrais comparer aussi, c'est que je change de groupe. Et donc, j'ai été végétarien à peu près 1 an en étant à Vincennes, puis une autre année en tant que végétarien en étant à Vincennes. Et donc, je devrais peut-être comparer ces 2 années. J'ai eu une légère... ce qu'on appelle un grade 2 en mars dernier, donc quelques mois après avoir été végétarien, mais c'était une blessure qui m'était déjà arrivée auparavant. Et donc on sait que quand on a une blessure, elle est refermée, mais c'est aussi des zones qui sont potentielles
à se reblesser exactement au même endroit. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Je pourrais pas dire que c'est grâce ou à cause de l'alimentation végétale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'en suis remis assez vite. Et que dans le groupe dans lequel je suis, on a quand même des entraînements qui sont très intenses. Là, on est au mois de janvier, on est un groupe de 15, et je crois que sur les 15, il y a facile 6-7 blessés. Parce que l'athlète est propice à ces blessures. Donc je pense qu'en tout cas, je suis la personne qui est le moins absente due à des blessures à l'année, mais il faut aussi prendre en considération que j'ai visiblement pas un corps susceptible à la blessure. Mais il faut aussi prendre en compte que je suis dans un groupe où je m'entraîne davantage. Donc, pour comparer les blessures entre un groupe où je m'entraînais moins et un groupe où maintenant je m'entraîne plus, forcément, je serais plus propice à me blesser maintenant, vu que je m'entraîne beaucoup plus et de manière un peu plus intense, soutenue. Et donc, mais le fait est que je me blesse assez peu. Et puis, sur ce qui est de la récupération aussi, je trouve que, ouais, ça, en tout cas, il n'y a pas eu de grosses différences, mais je récupère, ouais, je sens que je récupère vraiment bien. Et puis, encore une fois, quand je le compare au reste du groupe, des fois, j'entends des gens se plaindre régulièrement et je ne me trouve pas autant fatigué, autant courbaturé, mais après, encore une fois, ça peut être multifactoriel. Il y a le sommeil qui est hyper important, qui peut-être va jouer plus sur cette thématique que l'alimentation, même si les deux sont liés, l'hydratation et donc encore une fois c'est multifactoriel. Mais c'est un peu ça ma quête, c'est de dire que ce n'est pas impossible et en tout cas ça ne m'a pas empêché. Et pour ce qui est de mes performances, j'avais jamais réussi à faire les élites en salle. Ça fait 20 ans que je fais de l'athlétisme. Donc les élites en salle, c'est grosso modo les 16 meilleurs Français qui y participent. Donc c'est vraiment compliqué d'y parvenir. Et donc j'ai été flexitarien pendant 2022-2023. Je continuais l'athlétisme. Et donc en janvier 2024, je suis strict végétarien. Et je fais les championnats de France Élite pour la première fois de ma vie. Donc encore une fois, c'est multifactoriel. J'ai mis plus d'intensité, j'ai changé de groupe, tout ça. Mais l'idée, c'est de dire qu'en tout cas, arrêter la viande et le poisson ne m'a pas empêché et ne m'a pas bridé. Je me demandais aussi pour les compléments alimentaires, ce qui m'a fait penser aussi, je t'attendais sur les protéines, le fait de boire des protéines shakes. Du coup, je prends des protéines végétales aussi. Même si je suis végétarien, j'aurais pu prendre des protéines, ouais, de la whey à base de lactose et c'est des déchets de l'industrie laitière. Mais je me suis rendu compte que cette whey-là était aussi très consommée. Du coup, il fallait dessécher le produit, donc elle avait un impact écologique très élevé. Et donc je me suis dit, je vais plutôt me tourner vers des protéines végétales. C'est vrai que moi, ça m'aide aussi à atteindre ce quota de 100 grammes quotidien. Donc c'est une question aussi de praticité. Mais je sais que des personnes n'en consomment pas et arrivent à atteindre des taux assez importants. Après, en soi, cette protéine-là, pour moi, en tout cas la protéine végétale, elle est peu problématique parce que ça reste juste comme une espèce de farine qu'on va venir mélanger avec de l'eau, grosso modo, même si c'est pas vraiment ça. Avec des fois, forcément, pour donner du goût, des arômes, peut-être des additifs. En tout cas, dans celle que je prends, je ne crois pas. Je vérifierai sur Yuka. Et pour ce qui est des compléments alimentaires, ça varie un peu. Ce que je prends, c'est aussi en fonction de la période, de l'état. L'hiver, je vais essayer de prendre de la vitamine D. Je vais essayer de prendre du magnésium pour éviter les courbatures. Il y a différents sites existants. Il y en a qui sont plus ou moins bien. Il y en a qui essayent de s'axer vraiment sur de la complémentation bio. Donc forcément, je vais essayer de me tourner vers cela. Mais grosso modo, ouais, magnésium, vitamine D, de la B12 et la protéine en shaker, je crois que c'est à peu près tout. Et de la créatine. Donc la créatine, j'ai oublié ce que c'est exactement. C'est un... qu'est-ce que c'est ? C'est un acide aminé, ouais. Et c'est conseillé quand on fait du sprint. C'est vrai que ça fait un peu peur comme ça, créatine, ça fait très... c'est pas un produit dopant, je vous rassure. C'est pas un produit dopant. Et
C'est plutôt pour la musculation de base, et c'est réputé pour prendre en masse. Et puis pour le sprint, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais c'est vachement conseillé pour le sprint. Et ce qui m'a rassuré, c'est que c'est le complément alimentaire qui a été le plus étudié au monde, et donc qu'il n'en a été tiré que des bénéfices et des choses qui sont positives. Donc c'est quelque chose qu'on prend vraiment en très petite dose. C'est l'équivalent de 2-3 grammes dans la journée qu'on répartit et que je prends par moment. Par exemple, quand je vais être dans une phase en début de saison où je veux prendre un petit peu en masse, que je prends peut-être un peu moins quand je suis en période de compétition, et inversement. Bonjour et merci beaucoup. Moi, je passe sur la thématique plutôt équipement et chaussures, parce que je pratique la longue distance, par très longue distance. C'est vrai que je use beaucoup de paires de chaussures. Vous aussi, j'imagine, avec vos entraînements, vos compétitions. Je voulais savoir 2 questions. Comment, vous achetez, je pense, forcément du neuf en chaussures. Et deuxième question, non pas forcément. Et deuxième question, savoir ce que vous faites de vos chaussures de running, parce qu'en plus de ça, moi j'ai à la maison pas mal de sportifs et ça s'accumule. La solution du coup, que j'ai trouvée pour les chaussures et éviter le neuf, c'est d'aller sur Vinted. On nous déconseille du coup d'avoir des chaussures qui ont été utilisées. C'est mieux d'avoir quelque chose de neuf. Et en fait, on se rend compte qu'on est tellement dans une surconsommation que sur Vinted, on trouve des paires qui n'ont jamais utilisé, mais à foison. Et donc je mets mes filtres, la marque que j'aime bien, le modèle que je connais qui est un peu résistant, ma pointure, je mets neuf ou très bon état. Et donc je demande à chaque fois combien de fois vous l'avez utilisé. Des personnes me disent, j'ai fait une sortie de 5 km avec, mais je me suis rendu compte que ça me faisait mal au talon, que c'était trop grand, que c'était trop petit. Et donc je ne sais pas quoi en faire, donc je la revends. Et donc là, dans ce cadre-là, je me dis, ok, Banco, elle a été très peu utilisée, le pied n'a pas été formé, donc je peux l'utiliser. Et preuve en est, j'ai utilisé peut-être 4 ou 5 paires comme ça, mais même pour la musculation, même pour mes pointes, qui sont du coup des pointes très spécifiques pour l'athlétisme, je vais vous montrer, parce qu'on pourrait se dire, sur des pointes très techniques, ça peut être compliqué de trouver des pointes, mais même ça, qui est vraiment un objet un peu moins commun, j'ai réussi à trouver, j'ai demandé à la personne combien de fois elle les avait mises, elle m'a dit qu'elle faisait plus de sprint, qu'elle les avait achetées, mais qu'elle allait passer au 800, elle s'est rendue compte que ce n'était pas des pointes pour le 800, et donc qu'elle allait les revendre, donc je les ai achetées. Donc même pour du spécifique, du technique, on peut trouver des choses sur Vinted. Et après, il y a pas des bourses, mais il y a les ressourceries aussi qui sont vachement bien. Mais j'allais dire qu'il y a de plus en plus de sites et d'alternatives qui existent, qui se développent, comme Tous Porte. Et il y en a une autre dont j'ai oublié le nom. Second Relais, ouais, je crois, c'est ça. Qui propose plein d'équipements de seconde main et qui sont plus ou moins neuves. Après, c'est à vous de tester et d'essayer. Et puis, pour ce qui est des chaussures qui sont usées, il me semble qu'ils les récupèrent dans les décathlons, ils les récupèrent dans différents endroits. Ressourcerie sportive. Ressourcerie aussi. Mais spécialisée dans le sport. Oui, il y en a une à Boulogne-Billancourt et l'autre dans le... La 13 au nord de Paris, je crois. Ah, dans le nord. Ouais, je crois. Et qui sont sympas, franchement, il y a vraiment pas mal de trucs à y trouver. Donc Vinted est vraiment, je trouve, un bon outil pour trouver de la qualité, de trouver quelque chose d'assez spécifique, précis, et de consommer différemment. Même si, pour en avoir discuté du coup avec une responsable d'Emmaüs, pour eux, Vinted reste le problème, parce que dans leur communication, ça reste vous achetez beaucoup, vous revendez pour réacheter beaucoup. Donc ça, c'est un peu problématique dans le sens où on le voit aujourd'hui avec la fast fashion, l'ultra fast fashion,
où on va acheter quelque chose qui demain ne sera plus au bout du jour, et donc il va falloir le revendre à qui veut bien sur Vinted pour pouvoir ensuite se racheter quelque chose d'encore plus neuf, d'encore plus nouveau. Mais c'est vrai qu'on a cette dualité qui fait qu'on pratique notre passion, on a envie de le faire avec responsabilité, mais voilà, quand notre chaussure elle est trouée, on va en racheter une autre, quoi. Donc, voilà. Et il existe aussi des marques éthiques, comme Circle qui proposent des chaussures qui sont faites en Europe ou avec des matériaux recyclés, ce genre de choses. Bonsoir, merci beaucoup pour l'intervention. Je voulais savoir, avec le réchauffement, en fait, est-ce qu'on peut imaginer qu'on soit arrivé au maximum de certains records du monde, par exemple, en extérieur? Parce qu'avec la chaleur, en fait, forcément, la chaleur va demander plus d'énergie. Est-ce que, par exemple, sur 100 mètres ou 200 mètres, c'est possible qu'on soit arrivé au top, en tout cas en extérieur? Est-ce qu'il faut refaire les compétitions en intérieur? Il faut qu'il réponde. Très bonne question. Pour l'athlétisme, c'est vrai que la chaleur est quand même bénéfique, dans le sens où nos muscles sont plus relâchés, et donc la chaleur amène les performances. Bien évidemment, à partir de 37-38, ça fait l'effet inverse. Et donc ouais, c'est une très bonne question à se poser de comment vont être faits demain les JO. On parlait de Mathieu Wittfeld tout à l'heure, et il a fait, il n'est pas seul, hein, ils sont beaucoup sur le sujet, à parler des JO 2048. Et donc ils sont basés sur les 4 scénarios de l'ADEME pour imaginer les JO de demain, se dire voilà, dans un monde ultra technosolutionniste, dans un monde qui lui est plutôt respectueux de l'environnement, qui est beaucoup plus local, comment on va s'organiser le sport de demain, comment on va s'organiser le sport de demain. Est-ce qu'on va faire des 50 mètres papillons dans des mares? Est-ce qu'on va faire on fera plus de JO, mais ce sera uniquement des compétitions très locales? Est-ce que dans le scénario 2, ce sera quelque chose d'uniquement régionalisé, mais plutôt en Europe et retransmis, télévisé? Et donc pour ce qui est de la performance, j'aurais pas la réponse sur est-ce qu'on va réussir à battre des records, parce que je pense qu'il y a encore des records qui vont tomber. Mais le plus inquiétant, ça reste ces records de chaleur. On en a eu pendant les JO d'ailleurs. La température moyenne sur la planète ce record de température moyenne sur la planète a encore été battu. Et donc forcément, ça aura un impact sur tout le reste. Je pense que j'ai pas les chiffres en tête, mais on a de plus en plus de cas, par exemple, d'abandon dans des marathons, de personnes qui s'évanouissent lors de grandes chaleurs. Et donc c'est des choses aussi sur lesquelles il va falloir qu'on fasse attention. Mais c'est vrai que ouais, c'est un bon élément à prendre en considération. Parce que définitivement, ouais, le dérèglement climatique va avoir des impacts sur tous les sports. Je pensais comment on appelle ça, à la Vendée des Globes, au fond des Globes, ouais. Merci. Parce qu'on a aussi parmi les climato-sportifs un navigateur et donc il nous alerte notamment sur ce sport que souvent on considère comme très beau. C'est juste une personne face au vent, il utilise absolument rien de technologique, d'énergétique, même si je suppose qu'il y a des outils un peu de techno et tout dedans, mais en fait souvent c'est par moments des compétitions qui peuvent être très polluantes parce qu'on achemine des bateaux qui sont à la pointe de la technologie en termes de carbone et tout le reste en avion. Des fois ils partent depuis l'Australie, donc il faut amener les choses en cargo, et donc il va essayer lui de créer de nouveaux indicateurs pour qu'on n'ait plus cette même perception du record du monde. C'est-à-dire que lui, son idée, ça va être de ne pas aller plus vite, mais peut-être voir comment est-ce qu'il peut, c'est un peu le principe des éco-aventuriers, faire tel ou tel exploit en étant plus respectueux de l'environnement. Et donc l'idée, ça va être de créer de nouveaux indicateurs de est-ce qu'il est intéressant de savoir qui va le plus vite, mais peut-être plutôt de savoir qui fait le plus beau, qui a la plus belle histoire à raconter, comment est-ce que je peux faire pour
aussi à travers le sport donner de nouvelles envies, de rendre des choses désirables, sans avoir à je suis le plus fort, le plus performant, le plus rapide, et il n'y a que ça qui compte. Comment est-ce que j'arrive à coopérer, comment est-ce que j'arrive à raconter. Ça peut être, j'espère, demain, des nouveaux indicateurs, des nouveaux moyens de parler à travers le sport, et donc il va aussi falloir réinventer le record. Vous êtes combien dans votre association et est-ce qu'il y a des sports qui sont plus représentés que d'autres ou au contraire d'autres qui sont totalement absents? On a beaucoup de sports absents. On a une grosse branche athlète quand même. Comme moi je suis athlète, Younes Nezar, du coup, qui est aussi l'un des cofondateurs, et athlète aussi. On a vraiment beaucoup d'athlètes, donc on a à la fois sur piste et sur route. Et puis c'est vrai que la manchette du coup se porte assez bien pour la course sur route, et donc forcément on a pas mal de personnes qui sont touchées. Et on a aussi beaucoup de trailers parce que le trail c'est ce sport où on va être confronté à la nature et peut-être aussi plus sensibilisé, ça va plus nous toucher. Et on va peut-être même voir à l'œil nu que entre cette année et l'année passée, il y a moins de neige à tel endroit et qu'il y a vraiment un dérèglement climatique. Donc il y a des sports qu'on n'a pas trop encore, les sports d'hiver, on a assez peu de sports d'hiver, bizarrement. Mais encore une fois, c'est ouvert à tout sport, parce que si on n'a pas cette diversité, ça veut aussi dire qu'il va nous manquer des choses et qu'on ne va pas pouvoir s'adresser à tous. Donc c'est à nous aussi de voir comment est-ce qu'on va réussir à trouver et à aller chercher d'autres sportifs. Mais pour l'instant, on a quand même un gros biais athlétisme. Et vous êtes combien du coup ? On est 16 très actifs, et dans la communauté, on a à peu près une trentaine. Donc Emmanuel Gourbéville, moi je me disais, comment est-ce que vous envisagez un peu l'implantation à Vincennes, parce qu'il y a aussi un club de trail, il y en a aussi triathlon, je les connais bien, et il y en a bien d'autres. Je pense que ce serait intéressant parce que je sais que aussi bien pour le trail que pour le triathlon, dans les deux cas, il y a une certaine attention à ces enjeux-là et des personnes sensibilisées. Donc voilà, je ne sais pas comment mailler un peu les choses en termes de communication pour fédérer. Parce que je suis à peu près certain que pas loin en restant même sur Vincennes, ça intéresserait du monde. Et puis sinon, Romain m'invitait à faire aussi un petit témoignage rapide par rapport à tout ce qui est fait aussi par rapport au niveau du CNOSF, donc Comité national olympique et sportif de France, et toutes ces déclinaisons régionales, départementales et dans toutes les fédérations. Il y a aussi une grande dynamique autour de ces sujets-là pour sensibiliser et pour agir. Et j'invite tous ceux que ça intéresse à balayer sur leur site. Il y a énormément de documentation, de réflexion. Alors il y a aussi une fresque du sport responsable qui existe et d'ailleurs qu'on peut déployer sur la scène assez facilement, on a le matériel et les animateurs. Et puis aussi témoigner en fait au niveau de la Ligue Île-de-France de triathlon. Voilà un exemple de ce qui est fait. On a pris aussi le sujet très à cœur et depuis 4 ans en fait on structure un petit peu toute cette réflexion autour de la responsabilité sociétale des organisations, donc qui embarque les sujets sociaux, sociétaux, économiques, gouvernance et environnement qui nous intéressent plus aujourd'hui. Et voilà. Et donc du coup il y a des travaux. Alors aussi Paris 2024 a été aussi une belle occasion. Par exemple Paris s'est pas mal saisi des choses pour avoir toute une dynamique zéro plastique en particulier. Il y a aussi eu la création d'un calculateur très simplifié d'empreinte carbone pour toutes les organisations. Nous on travaille aussi avec Second Relais, puis sur les achats, voilà, comment mutualiser aussi entre les athlètes et puis toute la notion aussi de covoiturage, voilà, de déplacement, tout ce qui est aussi sur la nutrition, et puis encore 3-4 autres thèmes, mais peut-être le dernier un peu à mettre en exergue, ce serait tout ce qui est labellisation, où il y a plein de choses très intéressantes avec un label qui s'appelle Le Sport s'engage, et qui est
pour l'avoir appliqué plusieurs fois sur des événements, est très très exigeant. Enfin, à la fois il est très accessible, mais il peut aussi être très exigeant sur le degré en fait de respect de l'environnement dans plein de dimensions, avec plein de niveaux de maturité. Il fait beaucoup grandir. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant à regarder pour ceux que ça intéresse, pour les organisations d'événements. Et puis pour les structures comme les clubs, les associations, plein de choses, il y a ce qu'on appelle aussi le score RSO, qui sont dans les deux cas développés par le CNESF, et qui est également très intéressant parce que ça permet de s'auto-évaluer. Autant le label Le Sport s'engage, c'est face à un jury, enfin on monte un dossier avec plein de critères et plein de choses qui aident à progresser d'année en année. Autant le score RSO, c'est soi-même, on s'auto-évalue, nous, notre association, notre club, et ça aussi, ça fait bien grandir sur ces sujets. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, ou un complément plutôt, à ce qui vient d'être dit. Et puis, je termine quand même par une question pour vous. J'avais vu sur Netflix la série The Game Changer. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots, et puis est-ce que c'est effectivement crédible ou pas, et enfin juste en un seul mot, mais vous allez pouvoir le reprendre, c'est des athlètes de très très haut niveau, hein, de niveau international, dans plusieurs disciplines, qui ont fait le pas vers le végétarien ou vegan, enfin voilà, je ne suis pas expert du sujet, mais enfin en tout cas de sans viande, vegan, voilà, et qui ont eu des performances assez incroyables, et tout ça avec des médecins, mais voilà, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Le trail avancé, moi, avec grand plaisir. C'est vrai que je pense qu'on est dans un endroit, dans une zone aussi qui est très sensibilisée, et ça se voit avec. Enfin, c'est pas dans toutes les villes où il y a un réseau climat, action climat, donc avec grand plaisir. On a une adresse mail assez générique, climatosportif@gmail.com, et puis on aime beaucoup échanger, même si bon, c'est une majorité de bénévoles au sein de l'asso, mais même prendre exemple sur des choses qui ont déjà été faites, comprendre comment est-ce que ça s'insère de manière très concrète au sein des clubs. Et puis après, pour rebondir sur la suite, ce que vous disiez, c'est il y a beaucoup de labels, et ça c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça du coup qu'en tant que climato-sportif, on s'est plutôt axé sur l'individu. Au début, on avait un peu peur parce qu'on se disait, si on remet entre guillemets la faute sur l'individu en lui disant il faut que tu changes tes habitudes, on perd un peu le côté systémique, mais enfin, on savait que notre idée c'était juste de créer des leviers. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de labels. Je connais aussi le label Fair Play for Planet, je crois qu'il a été fait par un ancien rugbyman. Donc il y a déjà beaucoup de trucs assez cool qui existent, et c'est assez intéressant. Et donc pour comment on appelle ça, le documentaire Netflix, qui a fait vraiment son effet, je trouve, qui a convaincu aussi des gens. Je sais que j'ai dans mon entourage un ou deux athlètes, le deuxième, je ne sais pas si c'est ça qui l'a convaincu, qui sont végétariens, mais il y en a un, c'est sûr, il a vu ce documentaire et ça l'a poussé à devenir végé, ce que je trouvais assez surprenant. Mais plutôt positif, et lui aussi c'est un très bon athlète qui performe, qui est en très bonne santé et qui se débrouille très bien dans sa pratique. Mais il a quand même fait beaucoup de débats dans le sens où en fait il comparait des sportifs qui mangeaient correctement à la moyenne américaine, sans vouloir faire être méprisant envers les Américains. On sait que c'est pas les personnes qui mangent le mieux. Et donc du coup, il y a eu beaucoup, encore une fois, un backlash, beaucoup de critiques de personnes qui décrédibilisaient ce documentaire et qui trouvaient un petit peu tous les moyens de pouvoir le contredire. Et c'est aussi un des moments marquants où j'ai pu me rendre compte du pouvoir qu'il pouvait y avoir sur l'alimentation, sur le fait qu'il changer son alimentation, ça fait très peur à... Je n'ai pas envie de faire le complotisme, mais enfin, voilà, quoi, la manière dont on mange est importante et génère des milliards d'euros, donc il ne faut pas trop qu'on bouge de tout ça. Et donc moi j'ai trouvé ce truc aussi hyper intéressant. C'est vrai que ça a, chez moi, débloqué pas mal de trucs en me disant ce mec est super fort, ce mec est très performant sans avoir à manger de viande, se porte en bonne santé. Et puis derrière, il y avait toutes ces études qui étaient faites et qui étaient
très intéressantes. Donc du coup, des personnes ont mis des warnings en disant voilà, vous devez comparer les bonnes choses, c'est pas pertinent. Et donc, je ne sais pas si c'est en réponse à ça, mais il y a eu un autre documentaire sur Netflix où ils prennent des jumeaux. Et donc là, pour le coup, c'est deux personnes qui mangeaient quasiment les mêmes choses, c'est deux personnes qui s'étaient construites un petit peu de la même manière. J'ai plus exactement tous les résultats en tête, mais on voit bien que pour ce qui est de la... comment on appelle ça, le gras interne, enfin la graisse viscérale, il y avait vraiment une grosse différence sur l'alimentation végétale, bien évidemment bénéfique. Et donc il tirait plein de bonnes conclusions qui allaient en faveur de l'alimentation végétale, dans le sens où c'était pas à décrier autant que ça l'est aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire que, bien évidemment, que le régime omnivore peut être sain, peut être bon pour la santé, mais comme peut l'être le régime vegan, comme peut l'être le régime végétarien, s'il est bien fait, bien opéré. Et pour moi, c'est vraiment ça la conclusion, c'est de ne pas avoir de stéréotypes, de ne pas avoir de crainte que si demain je deviens végétarien, je vais avoir des malaises tous les 4 matins, je vais perdre 10 kilos et je vais mourir. Donc vous pouvez être performant, vous pouvez être en bonne santé. Et après, encore une fois, c'est aussi des choses à prendre avec des pincettes, mais je sais que l'alimentation végétale a aussi soigné. Je prends pour exemple du coup ma conjointe qui est végane et a eu beaucoup de complications, s'est retrouvée à l'hôpital pour plein de raisons différentes, avec une forme d'asthme très, très poussée. Et pour elle, dans son véganisme, c'est aussi quelque chose qui l'a sauvée et qui lui a permis de sortir de ce process où elle allait toujours à l'hôpital et elle se retrouvait toujours dans des complications. Et donc son passage vegan lui a été aussi synonyme de mieux-être et de moins de maladies. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la vitamine B12, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, en tout cas moi dans mon expérience ça l'est, et aussi parler de la durée aussi du régime végétarien, parce que ça compte aussi en fait. Si j'ai bien compris, vous êtes végétarien depuis 2 ans, c'est ça? Je suis végétarien depuis 1 an, je crois que c'est à peu près pendant mes études, donc j'ai fait à peu près depuis 2019, je suis flexitarien. Je mangeais plus ou moins de viande en fonction des périodes. Et vraiment strictement végétarien depuis 2024, janvier 2024. Parce qu'en tout cas, je voulais d'abord vous féliciter sur la communication que vous faites par rapport aux sportifs et aussi à tout ce qui entoure, au fait que ça a un impact de communication dans toute la société, donc ça c'est formidable. Par rapport effectivement à la durée de végétarisme, c'est important de le tenir en compte en fait, ça. Parce que c'est vrai qu'au cours de l'histoire, la part de viande a énormément augmenté de manière complètement démesurée. Donc je me suis demandé à un moment si au niveau de la communication on devait plutôt dire prenez plus de végétaux pour que les gens mangent plus de légumes en fait. Parce que ça a un impact aussi effectivement sur le drainage, sur plein de choses par rapport aux maladies que vous évoquiez chez votre ami tout à l'heure. Et aussi la vitamine B12, c'est important d'en parler parce que même les végétariens qui ne sont pas strictement, qui sont pas véganes, peuvent avoir des carences et ça peut arriver dans des... moi en tout cas ça m'est arrivé au niveau des anesthésies. Donc parfois il suffit d'un déséquilibre et ça peut provoquer des troubles importants qui ne sont pas forcément mesurés parce que tout le monde ne fait pas forcément des tests sanguins. En plus c'est très difficile à évaluer. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense que vous avez déjà dit le plus important. Mais j'avais juste une anecdote qu'on m'avait racontée que je trouve assez folle sur la B12, qui expliquait que cette B12, elle était donnée aux bovins, comme elle nous l'est donnée à nous les végétariens, parce que du coup, avec le temps, ils en manquent aussi. Et donc en fait, souvent, quand on est végétarien, on nous dit oui, mais regardez, vous êtes obligé de prendre des compléments alimentaires, chimiques, c'est bizarre, et vous ingurgitez de la B12.
Et en fait, c'est le cas aussi des bovins qui consomment, qui sont supplémentés en B12. Et donc, ouais, il y a différentes manières de consommer de la B12 en tant que végétarien, soit des gélules, soit des petites gouttes. C'est vraiment quelque chose de très simple. Ça peut être pris soit quotidiennement, soit toutes les 2 semaines. Je crois qu'il est recommandé de le prendre quotidiennement. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez simple à supplémenter, enfin à implémenter dans sa vie. Mais très important du coup, parce qu'il peut y avoir des risques si on en manque. C'est quand on est vegan plutôt la B12 qu'on est obligé de complémenter, il me semble végétarien, je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Parce que c'est contenu dans la il n'y en a pas dans les œufs. Ouais, en fait, à part simplement dans les œufs, est-ce qu'on n'est pas obligé, mais après. Il doit y en avoir dans les œufs. Je crois qu'il y en a dans les œufs. Mais du coup, vous prenez des compléments alimentaires, vitamine D, magnésium, Comme tous les sportifs, en fait, c'est ça qu'il faut aussi signaler. En fait, la performance, le fait qu'il y ait une très grande quantité de sport, ça prend beaucoup de ressources. En fait, on est comme la planète, on n'a pas des ressources illimitées en tant qu'être humain. Et donc, effectivement, ça à tenir en compte aussi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Par exemple, la B12, c'est pas si chimique que ça, parce que, en fait, ce qui est compliqué, j'aurais une question à poser après à Marianne, c'est ça, sur l'équilibre des vitamines D, parce que ça va. Alors, j'aurais une question après pour Marianne sur l'équilibre des vitamines, parce qu'elles sont très reliées entre elles aussi. Il y a par exemple un équilibre entre B9 et B12. Parfois l'un peut influencer l'autre. Alors je ne sais pas si c'est une question de métabolisme particulier ou pas, mais par rapport à... Oui, voilà, je disais que les ressources du corps sont comme les ressources de la planète, c'est pas illimité, et quand on a une pratique sportive très élevée, ou même rien que le stress, ça prend beaucoup de ressources, et du coup, effectivement, on est dans une alimentation tellement transformée, industrielle, avec peu de richesse en termes de nutriments, quoi. Donc Marianne me dira ça mieux que moi. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire après. Oui, voilà, donc vous prenez des compléments de B12 et des autres compléments, comme tous les sportifs. Mais c'est très juste, comme vous le disiez, tous les sportifs prennent, se complémentent pour la plupart. Vraiment, dans mon entourage, je connais assez peu de personnes qui ne prennent pas de compléments alimentaires. Ça y est, je me rappelle. Alors, c'est pas si chimique que ça, les vitamines B, souvent c'est issu de la fermentation. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a en biologie, il y a beaucoup aussi d'aliments fermentés, lactofermentés, etc. Et on se rend compte que ça augmente. Après, c'est peut-être pas super clair ou super... voilà, ce que je dis, mais Marianne pourra en parler, sur effectivement la richesse, à la fois il faut équilibrer les aliments frais, mais aussi fermentés, parce que ça a un impact aussi sur la digestion, sur beaucoup de choses en fait. Donc voilà, c'est pas si chimique que ça, les compléments. Il peut y avoir des compléments naturels. Merci. Donc, juste sur ce sujet précis de la vitamine B, on en parlera autour de l'apéro qu'on va faire là. Mais je vois qu'il y a encore plein de questions, donc très bien, mais j'étais contente parce que j'avais une transition avec l'apéro. Parce que tu parlais de fermenter et que juste, voilà, comme ça vous saurez, mais après on vient aux questions, mais qu'on va boire du kéfir qui est une boisson fermentée et qui est excellente pour le microbiote, et qu'on va avoir des choses à manger qui sont hyper protéinées puisque c'est beaucoup d'oléagineux, des noix, voilà. On peut revenir aux questions. Alors moi je vous remercie parce que c'est vrai que c'est très clair et que j'aime beaucoup parce que ça balaye toutes les thématiques. Moi je voulais savoir si il y a d'autres associations par exemple en France comme vous qui commencent un petit peu à pointer ailleurs qu'à Vincennes, même si vous êtes peut-être pas que sur Vincennes ou en région parisienne, et aussi comme vous, peut-être que vous vous baladez aussi voilà, dans d'autres parties en Europe, etc. Est-ce que si vous sentez aussi le changement, est-ce que vous avez le temps d'en discuter entre vous? Voilà. C'est difficile d'avoir un retour un peu instantané ou très concret, parce que c'est un peu cette histoire de bulle aussi, dans le sens où ma bulle, forcément, elle est très tournée autour de l'écologie,
Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modifications qui se font. Après, j'ai quand même l'impression qu'en France, on a cette fibre quand même qui est assez tournée vers l'écologie. Le mot sobriété, des fois, n'existe même pas dans d'autres langues. Donc on a quand même je pense, ce côté écologie. On a une grande considération pour l'écologie, même si bon, ça va jamais assez loin, on est d'accord là-dessus. Et c'est en discutant notamment avec des journalistes étrangers, on a eu la chance à un moment de discuter avec des journalistes hispaniques, donc que ce soit espagnols mais aussi à Amérique latine, et ils nous disaient en fait, là les thématiques que vous êtes en train d'aborder, de prendre en main, il faut que vous soyez conscient que c'est pas le cas partout, ça n'existe pas forcément ailleurs, donc ça remet un petit peu les pieds sur terre, et on se dit que c'est cool qu'on puisse en France avoir aussi de l'intérêt, parce qu'on aurait très bien pu créer cet assaut et que ça ne prenne pas et que personne n'en parle. Donc ça c'est un point positif. Dans ma bulle, dans mon biais, je fais aussi partie des pépites vertes. C'est une asso qui regroupe un peu des cadres, de jeunes cadres dynamiques qui s'intéressent à la transition. Et donc l'objectif c'est un média pour montrer et pousser du coup les étudiants à trouver des métiers qui sont plus en adéquation avec la thématique de transition écologique. Et donc forcément en étant un petit peu dans cette bulle, j'ai rencontré plein de personnes qui font plein de projets complètement fous, qui sont incroyables. Et c'est ça qui m'a poussé. Dans un premier temps, je suis allé dans les pépites vertes, juste un petit peu par curiosité. Et au contact de personnes, du coup, peut-être que certains connaissent Félix Barkat, qui a fait Banlieue Climat, enfin en partie. Ils sont 3. Au contact de personnes qui étaient chez, par exemple, Extinction Rebellion, au contact de personnes qui traitaient de sujets d'agroécologie et d'agroagriculture. Bon, il est tard, désolé pour les... et donc, au contact de toutes ces personnes-là, on a eu, nous aussi, envie de créer quelque chose et de faire le lien. Donc, moi, de mon prisme, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de choses qui existent, plein de choses qui se créent, plein de choses qui se développent, une conscience qui est de plus en plus développée. Enfin, je pense que les personnes prennent conscience de ce que c'est le CO2, les personnes prennent conscience de ce que c'est le réchauffement climatique, le dérèglement, même si on est quand même dans une ère où la post-vérité est de plus en plus présente, où les fake news sont de plus en plus présentes. Donc c'est un peu un avis un peu mitigé, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a du bon qui apparaît, même si bon, du coup c'est biaisé, mais bon, moi c'est ces associations écologiques qui pop et qui existent et qui sont de plus en plus prenantes et qui prennent de plus en plus de place, mais force est de constater qu'il y a aussi des millions d'euros qui sont déversés, qui sont utilisés pour que rien ne change. J'ai eu la chance d'échanger avec Patrick Pouyanné pendant lui poser juste une question, et c'est quand même assez effrayant de voir que ces personnes qui gèrent des entreprises aussi énormes, gigantesques, sont conscientes du problème, sont très bien informées, sont au fait des sujets, mais ne se sentent pas responsables. Il y a vraiment une absence de responsabilité. Donc on avait une question, ma question elle était là-dessus, sur hier on était en lien, on a pu poser des questions avec le directeur de Michelin. Le directeur de Michelin, il nous dit c'est la faute du constructeur de voitures et de Total. Ensuite, l'avant-veille, on a été en contact avec un producteur d'avion. Le producteur d'avion, il nous dit c'est pas nous, c'est le consommateur et la personne qui nous donne l'essence et le pétrole. Et puis, en ayant entendu ça du coup dans différentes conférences, ma question pour Patrick Pouyanné, c'est, à force de porter la responsabilité sur tous les autres,
qui va porter la responsabilité de ce dérèglement climatique. Et vraiment, sa réponse, c'était on est dans un monde libre. Si vous pensez que moi j'ai une influence sur les consommateurs, c'est faux, parce que ou sinon ça voudrait dire qu'on n'est pas en démocratie. Et puis, du coup, ça a été un peu coupé court, parce que il faut savoir que c'est quand même un personnage particulier, intense. Et c'est quelque chose, je pense, qui m'a quand même vachement effrayé, qui m'a fait prendre conscience que certes, il y a plein de petites initiatives qui pop, qui font que on avance sur les sujets, mais derrière, il faut quand même être conscient que, structurellement, il y a des personnes qui veulent s'assurer que rien ne change, que rien ne bouge, et qui mettront des millions d'euros pour nous influencer. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu triste, effrayant, flippant, quand Patrick Pouyanné me dit que l'influence n'existe pas et que pour lui, nous sommes des êtres totalement libres de volonté. C'est ça. Merci pour la conférence. J'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que tu as fait des gros sacrifices sportifs grâce ou à cause, comme tu veux, de ton engagement? Et la deuxième question, c'est quel sportif plutôt connu te semble très engagé selon toi sur la même cause? Peut-être en complément, parce que c'est une question que j'ai aussi, savoir s'il y avait des sportifs connus qui vous rejoignaient. Pour la première question, je pense que c'est important je ne vais pas dire de ne pas faire de sacrifice, mais en tout cas de ne pas le percevoir comme tel, pour que ce soit périn. Et vraiment, j'ai jamais eu l'impression de faire des sacrifices. J'ai jamais eu l'impression de me priver, j'ai jamais eu l'impression de manquer ou d'être en manque de quoi que ce soit soit vestimentairement parlant sur la seconde main ou alimentairement parlant. J'ai eu quand même une grande question sur... En fait, on avait un stage en Guadeloupe et m'est venue du coup cette problématique, est-ce que je prends 2 tonnes pour aller faire un stage de sport alors que je parle de décarboner le sport, quoi. Donc ça me semblait assez peu cohérent. Et donc ce qui m'a convaincu et ce qui m'a décidé à me dire d'y aller, c'est que j'ai de la famille qui y habite. Et donc au lieu de faire juste 2 semaines de sport, j'ai fait mes 2 semaines d'entraînement. Et après j'ai fait 2 semaines où je suis allé voir mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, pour passer du temps avec des gens que je vois assez peu, mais qui restent ma famille. Donc ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu voir comme un sacrifice, mais même par exemple des amis qui partent en vacances en avion et moi non. Après peut-être avec le temps je verrai ça comme un regret, mais pour l'instant je ne le vis vraiment pas comme tel, parce qu'on a réussi à trouver d'autres moments où on allait moins loin et on passait quand même de bons moments. Mais sportivement vraiment, et je pense que c'est important du coup pour continuer à prendre du plaisir, c'est vraiment de pas se sentir frustré et de trouver justement toutes ces alternatives qui font qu'on garde ce même niveau de confort et on garde ce même niveau de plaisir sans avoir à se restreindre. Et puis ensuite, pour les sportifs, moi un sportif du coup, il est connu parce que c'est quand même le recordman du monde du saut en longueur, il me semble que c'était T34 ou T36. C'est le seul français, il me semble, Andy, à avoir fait un podium aux élites. Donc c'est Arnaud Assoumani. Et du coup, j'ai eu la chance aussi d'échanger avec lui, et il est très au fait de vraiment plein de sujets, plein de thématiques. J'étais vachement surpris, mais après ça s'est compris aussi parce que du coup il a de la famille qui vit, il me semble, aux Comores, et donc c'est aussi un endroit où, c'était avant le cyclone, c'est aussi un endroit où le dérèglement climatique il est actuel, il est présent, la montée des océans, la montée du niveau de l'eau, les températures qui augmentent, du coup aussi la répétition des catastrophes naturelles, peut-être pas l'intensification, mais le fait que ce soit de plus en plus récurrent, c'est lié au dérèglement climatique. Donc forcément,
c'est aussi des personnes qui, si elles aiment leur lieu de vie, leurs îles, leurs origines, sont obligées de réfléchir aux dérèglements climatiques et aux sujets environnementaux. Et il me disait quelque chose qui était assez intéressant, c'est que lui, il a vraiment envie de se positionner sur ces sujets-là. Il a vraiment envie de pouvoir en parler, mais comme il est catégorisé sur les sujets handi, bah, dès qu'il sort de ce sujet-là, il est moins audible et les gens sont un peu perdus. Donc du coup, il est dans une phase où il réfléchit comment est-ce qu'il peut sensibiliser à ça. Et pour les autres sportifs, j'ai pas trop d'autres exemples à donner, même s'il y a des sportifs qui sont végétariens, il y a des sportifs qui se positionnent. Mais on se rend bien compte que pour les sportifs, c'est compliqué de parler, de prendre la parole, de se positionner, d'avoir quelque chose de radical, même si c'est un mot qui des fois peut faire peur. Si on revient au sens premier qui est aller à la racine, radical, ça peut être quelque chose de bénéfique et de totalement cohérent et de nécessaire. Mais c'est vrai que durant cette année où on a fait les climato-sportifs, on n'a pas non plus essayé de contacter une tonne de sportifs en leur disant prenez position, faites ci, faites ça. On faisait juste, on essayait de sensibiliser à notre échelle. Peut-être qu'un jour on en arrivera à parler, à discuter, convaincre et aussi former peut-être des sportifs pour que lors de leur prise de parole, leur prise de position, ils soient un peu plus clairs et un peu plus radicaux du coup. Mais on sent bien que le sportif, ça reste quand même pour beaucoup quelque chose de passion, quelque chose d'éphémère. Enfin, passion, ça fait pas long terme, mais il y a une forme d'instabilité dans le monde du sport. On voit souvent le sport comme quelque chose où les gens gagnent des millions, des milliers d'euros, mais quand on sort du foot, du basket et du rugby, c'est pas trop le cas. C'est plutôt des personnes qui sont peut-être des fois en précarité financière. En tout cas, dans le monde de l'athlète, c'est aussi souvent le cas. Des personnes qui ont besoin de leurs sponsors, des personnes qui ont besoin de ne pas se fâcher avec un potentiel sponsor et qui, quand on leur dit prenez position, ils vont être un peu frileux, ils vont avoir peur, même si on leur explique que cette prise de position, elle peut aussi ouvrir à d'autres sponsors. Peut-être que demain, le fait de dire que le réchauffement climatique existe et en parler, il va y avoir une entreprise qui va vouloir utiliser votre image de marque pour faire du greenwashing, oui, peut-être aussi. mais il y a un gros travail à faire là-dessus, sur la prise de parole des sportifs, parce que souvent ils se sentent pas légitimes aussi, au vu de leur rythme de vie. Ils sont obligés de prendre l'avion, ils ont un rythme de vie qui est peut-être pas cohérent avec ce qu'ils vont défendre. Il y a une campagne qui a été faite par le Planet Sporting Club, c'est aussi notre asso qui est sur cette thématique sport et environnement, qui a réussi par exemple à convaincre Rudy Gobert de parler de différents sujets. Donc ils ont plein de thématiques et dès que par exemple Rudy Gobert ou d'autres, il y a aussi Kevin Tilly, il y a des boxeuses, des volleyeuses, plein de sportifs. Dès que la personne se sent entre guillemets légitime de parler de tel ou tel sujet, par exemple Rudy se sentait à l'aise de parler des océans, de la montée de l'eau, ce genre de choses, ils vont republier du contenu qu'ils ont fait et ça va permettre de toucher du coup une audience qui est quand même assez importante. Et donc ça, c'est des initiatives qui sont cool et qui fonctionnent plutôt bien. Voilà, c'est ce à quoi je pense là, à l'instant T. Je vais faire quelques remarques tout simplement de la part de quelqu'un complètement extérieur. Je n'habite pas à Vincennes, je suis parachuté par hasard et j'ai vu cet après-midi la fiche de votre conférence et ça m'a intéressé et je suis venu par la curiosité et ça m'a vraiment surpris. Ça m'a beaucoup plu parce que au Japon, j'habite au Japon, je suis venu comme ça, quelques jours seulement,
Mais au Japon, il n'y a aucun sportif qui ne pense pas au climat, la crise du climat. Et le climat sportif, l'association, votre association, l'existence même, ça m'a vraiment impressionné. Et puis je me demande comment c'est possible. Parce qu'au Japon, tous les sportifs, surtout les sportifs de haut niveau, sont, comment dire, achetés par des industries, par des entreprises. Et tous les sports très célèbres, comme baseball, football, le rugby, etc., sont tout ça industrialisés. Et personne ne parle de l'écologie. C'est vraiment la dernière chose qu'on en parle là-bas. Et moi, je me demande, bien que vous avez dit quelque chose déjà, de certaines difficultés, mais je me demande vraiment comment c'est possible d'avoir créé cette association qui, bien que ce soit encore plus petite, mais c'est vraiment, j'apprécie beaucoup. Mais je veux ajouter aussi à propos de votre remarque à propos de l'alimentation végétarienne, etc. Vous savez, au Japon, jusqu'à récent, jusqu'à il y a 100 ans, tous les Japonais sont presque végétariens. Et c'était interdit à cause du bouddhisme. Tous les animaux à quatre pattes, c'était vraiment tabou. Alors, le seul protéine les Japonais prenaient, c'est le poulet ou poisson. C'est tout. Et tout ça, d'abord on mangeait du riz, la quantité du riz, et puis des légumes, tout ça. Il n'y a que ça. Mais, vous savez bien, des samouraïs, ou ninjas, ou même lutte combattants, sumoka, ils sont très musclés, très costauds, très super sportifs. Donc, ce que vous dites, les Italiens, d'une certaine mesure, ça n'a aucun effet négatif à propos de comment dire, un entraînement sportif. Et puis je vais ajouter une autre chose. Ce que dans le domaine de l'alimentation, ce qui est le plus comment dire, cherché au Japon, c'est comment dire, entomophagie, ça veut rien dire. Entomophagie, c'est celui qui les insectes. Oui, les manger des insectes. Ça, il y a une tradition. On mangeait abeilles bébés et sauterelles, ou bien certaines comment dire, larves, ou bien quelque chose qui fabrique du soie. Tout un tas de choses. Et peut-être ça vous dégoûte, mais c'est bon, hein. Ça tombe toujours. Et maintenant, les scientifiques ont trouvé, il y a plein d'insectes qui est bon, qui peut transformer en protéines bien. Alors ça, c'est l'avenir de notre planète. Ça, c'est, on veut, il y a un espoir.
juste rebondir sur l'entomophagie, parce que j'ai eu peur parce qu'à un moment, il y a eu un projet, c'était en France, de faire justement une espèce de ferme à protéines justement à partir d'insectes, et je trouvais ça affreux parce qu'en fait c'était l'idée de refaire de l'industriel encore. C'est pour ça que ce qui m'a vraiment plu aussi dans cette présentation, vous avez donné beaucoup de ressources pour vivre de manière plus sobre, et ce qui est important, c'est effectivement de relier l'alimentation sobre en protéines animales, mais aussi locale et biologique en fait. Donc ça c'est quand même quelque chose d'hyper important, et c'est vraiment exactement ce que vous disiez sur le mode de vie. C'est un problème de mode de vie parce qu'à force d'être matraqué par la publicité, mais aussi par la politique qui manque d'originalité, on est dans un système en fait économique de prédation, de violence aussi bien pour la planète que pour les gens, que pour les animaux. Et en fait, c'est vraiment important de comprendre le lien entre tout ça, et vous avez beaucoup parlé de ce lien-là. Donc merci beaucoup. Donc les alternatives sont importantes. C'est intéressant de revenir à des choses traditionnelles parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on mangeait avant, les escargots, tout ça, voilà. Mais surtout de manière sobre et locale, et avec toujours la... Alors c'est très difficile quand on habite en ville, mais il y a des possibilités quand même. Merci beaucoup. Bon, si vous avez d'autres questions, on va pouvoir se les poser autour d'un verre. Et voilà, on peut applaudir Mathéo.